Alors, mon but n'est pas de raviver les rancunes. Je veux simplement que les Arabes là, qui nous cassent les couilles comprennent pourquoi on est méfiant vis-à-vis d'eux. Parce que eux, ils se plaignent du fait qu'on est mal intentionné. Ben écoutez, nous, on pourrait dire la même chose, quoi. Alors, le massacre de Oran a eu lieu le 5 juillet 1962, c'est-à-dire à peu près 4 mois après l'indépendance de l'Algérie. C'était après la guerre, quoi. D'accord? 4 mois après la guerre, approximativement, ce massacre a eu lieu. Alors, je vais vous livrer ici le récit de monsieur José Castano. Et je vais mettre le lien hein, pour que vous puissiez le retrouver. Ce jeudi 5 juillet ne paraissait pas devoir être à Oran une journée plus angoissante que les autres. Comme depuis 5 jours, les Oranais s'éveillaient dans les rumeurs d'une foule qui avait déjà envahi la rue, ivre de promesses et de rêves, on allait enfin connaître le bien-être, le monde allait changer de face, le pactole allait couler et la fête continuait. Tandis que les Français qui étaient encore là, bouclaient leurs valises ou attendaient, écrasés de soleil et de misère, un bateau sur les quais ou un avion aux abords de l'aérogare. Un soulagement pourtant se faisait parmi ces Français-là. Tous avaient redouté la date fatidique du 1er juillet, entre parenthèses référendum, et plus encore celle du 3 juillet qui avait vu défiler 7 katibas de l'ALN dans Oran. Or, rien de ce qu'on avait craint ne s'était passé. Les événements se succédaient, certes, les attentats sournois au coin des rues aussi, mais il n'y avait pas eu de déferlement de la masse musulmane, et le chef de détachement des unités de l'ALN, le capitaine Bakhti, avait déclaré aux Européens « Vous pourrez vivre avec nous autant que vous voudrez, et avec toutes les garanties accordées par le GPRA. L'ALN est présente à Oran, pas question d'égorgement, bien au contraire, nous vous garantissons une vie meilleure que celle que vous connaissiez auparavant. » Bon, là, je fais une petite parenthèse. Donc, l'ALN, c'est l'Armée de Libération Nationale. Une Katiba, c'est une compagnie. Et qu'est-ce qu'il y a? On va parler aussi du général Katz, là. Donc, le général Katz, c'était le général français, gouverneur militaire de la région d'Alger. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, de plus, le général Katz en personne avait estimé qu'il avait pris toutes les dispositions nécessaires pour que les manifestations du 5 juillet à Oran se passent dans le calme le plus absolu. Avec le capitaine Bakhti, il s'était engagé à ce que les réjouissances algériennes ne débordent pas en ville européenne. Pourquoi dans ce cas-là s'inquiéter plus que de coutume? La fête marquant la célébration de l'indépendance algérienne pouvait commencer. Cependant, dès l'aube, le village nègre, surnom donné au quartier arabe, se mit en mouvement et contrairement à ce qui y avait été promis, ce furent des milliers de musulmans qui déferlèrent vers la ville européenne, s'étourdissant dans les cris, les chants, les you-you des femmes. Rien ne laissait encore prévoir le drame qui allait se passer. Pourtant, de nombreux Européens constatèrent que certains avaient une arme à la main et que beaucoup d'autres tentaient de dissimuler soit un revolver, un couteau, un fusil, une hache ou un gourdin. Le doute n'était plus permis, alors les plus avertis se barricadèrent et on essaya de prévenir par téléphone les amis et la famille de ces craintes. Place Jeanne d'Arc, située devant la cathédrale, une musulmane, après avoir poussé une série de you-you stridents, grimpa sur le socle de la statue équestre de la pucelle d'Orléans. On lui tendit un drapeau vert et blanc qu'elle accrocha à l'épée que Jeanne d'Arc pointait vers le sol. Une immense clameur accueillit cette action. Survoltée par sa prouesse, la mégère entreprit, toujours juchée sur le socle, une danse du ventre endiablé, supportée en cela par des milliers de mains qui claquaient au rythme de la danse. Il n'y avait plus de France en Algérie. Il n'y avait plus de pucelle française. L'Algérie appartenait aux Algériens. À midi moins 10, devant le théâtre municipal, où s'était rassemblée la foule, un silence incompréhensible s'établit soudain. Des responsables du FLN étaient là, encadrant la meute et semblant attendre un signe. Puis, 4 coups de feu isolés se firent entendre.
C'était le signal. Ce fut alors que plusieurs hommes, semblant mettre à exécution un plan mûrement réfléchi, partirent en courant dans toutes les directions, criant « C'est l'OAS qui nous tire dessus !» entraînant par là même la foule qui se mit également à courir en criant « OAS, OAS, OAS !» De ce rassemblement qui se devait, au dire de Katz, être pacifique, émergèrent soudain des hommes en armes qui, pour affoler les gens, tirèrent dans toutes les directions, y compris sur la foule, au cri de « OAS, assassin, sus à l'OAS ». Bientôt le feu fut dirigé sur des sentinelles françaises en faction devant la mairie. Le Château-Neuf, entre parenthèses, là précisément où se tenait l'état-major de Katz, et l'hôtel Martinez qui hébergeait les officiers français. Après un moment d'hésitation, les soldats français ripostèrent à leur tour avant de se barricader. Ce fut là le point de départ du plus grand pogrom anti-européen que l'Algérie n'eut jamais connu. Donc là, je fais pareil, une petite aparté. C'est vrai qu'ils avaient l'habitude des pogroms de juifs. Je ferme cette petite aparté. Ce qui va se passer ce 5 juillet à Oran sera insoutenable à voir. Toutes les limites de l'horreur seront franchies. Des centaines d'Européens seront enlevés. On égorgera, on émasculera, on mutilera pour le plaisir. On arrachera les tripes des suppliciés. On remplira les ventres de terre et de pierrailles. Des têtes d'enfants éclateront contre les murs comme des noix. Des hommes seront crucifiés, brûlés vifs. Des femmes seront violées, puis livrées à la prostitution. Le sang se répandra en nappes, tandis qu'au village nègre, les Européens encore vivants seront suspendus par le palais au crochet d'abattoir. Donc j'ouvre une petite aparté. Le palais, c'est la partie que tu as au-dessus de ta langue. D'accord? Donc imagine un petit peu le délire du truc, quoi. Je ferme la parenthèse. Très vite, les Européens qui ne s'attendaient pas à ce déferlement de violence furent pris en chasse et bientôt ce ne fut qu'horreur et abomination. Les cris de terreur trouvaient leur écho dans toutes les gorges des victimes pourchassées. Il ne subsistait plus le moindre sang-froid, plus le moindre germe d'humanité. Ce n'était plus qu'une avalanche de démence et de terreur. Le carnage était sans précédent. La puanteur uniforme de la mort avait remplacé les odeurs multiples de la vie. Pendant ce temps, l'armée française se barricadait dans les postes de garde en position de surveillance. Un hélicoptère survola la ville. À son bord, le général Katz essayait d'apprécier la situation. D'après le rapport des sentinelles, sur la seule place d'armes, il y avait au moins 20 cadavres d'Européens affreusement mutilés. Mais du haut de son appareil, le boucher d'Oran, ainsi l'avaient surnommé les Oranais, crut pouvoir conclure que la ville semblait calme. Tout était apparemment rentré dans l'ordre. Il valait mieux éviter un affrontement avec le FLN, pensa-t-il, et le drapeau français fut amené pour ne pas exciter davantage la multitude. Donc j'ouvre une petite parenthèse. Amener un drapeau, c'est baisser le drapeau. Voilà, c'est ranger le drapeau, plier le drapeau. Enlever le drapeau de son mât. Je ferme la parenthèse. Chaque Européen était devenu proie, gibier, face à la foule terrible, acharné à sa joie, déchaîné, et quand ils apercevaient des véhicules de l'armée française, en proie à la terreur, ils tentaient d'y grimper. Ils y étaient la plupart du temps repoussés à coups de crosse. Je parle bien des Européens, des Européens qui tentaient d'échapper à la foule. C'était l'épouvante parmi eux. « Mais que fait l'armée? Que fait l'armée » disaient-ils. Ils entendaient encore les haut-parleurs des camions militaires promenés dans toute la ville, le lancinant et rassurant appel « Oranais, Oranaises, n'écoutez pas ceux qui vous mentent. L'armée est ici et restera pendant 3 ans pour vous protéger. » Oui, c'est ça. Ouais. C'était les 26, 27 et 28 juin 1962. Donc, ces messages diffusés par l'armée. Ouais. À 17 h, enfin, le bruit caractéristique d'un convoi de camions se fit entendre.
C'était la gendarmerie mobile, l'âme damnée du général Katz, qui prenait position. Dès cet instant, comme par miracle, la manifestation prit fin et la populace disparut, mais il était trop tard. Des centaines de cadavres jonchaient les rues. Le sang avait maculé trottoirs et rigoles, les appartements étaient dévastés, les magasins pillés, les disparitions ne se comptaient plus, la ville avait pris le visage de l'apocalypse. Pourquoi cette intervention s'était-elle produite si tardivement? Avait-on décidé de faire payer aux Oranais leur folie, leur passion pour l'Algérie française, leur trop grande fidélité à l'OS? Où était passé le capitaine Bacti, l'homme fort, l'homme de confiance de Katz, qui avait déclaré le 3 juillet qu'il n'était pas question d'égorgement? La réponse est simple. Paris, qui, grâce à ses renseignements, s'attendait à cette explosion de folie furieuse, avait ordonné à Katz de ne pas bouger, de laisser faire. Et Katz, grosse brute bornée qui tirait vanité de sa servilité, même quand il s'agissait d'assassiner ou de laisser assassiner des Français, à la recherche constante d'une nouvelle étoile, obtempéra aveuglément. Ceci est une certitude. Les preuves matérielles foisonnent en ce sens. Ce qui est incontestable, c'est que l'ordre de Paris, capté à la poste centrale vers 16h30 de faire cesser la tuerie, eut instantanément son effet. À 17h, tout était fini et la ville abasourdie était plongée dans un silence de mort, de cette mort qui, pendant 6 heures, s'était abattue sur elle. Katz, quant à lui, pouvait être fier. Il avait obéi aux ordres et une 4e étoile allait récompenser sa fidélité. Cependant, dans la cité meurtrie, l'angoisse étreignait les survivants. Chacun tremblait pour les siens. Les gens se cherchaient. Beaucoup demeuraient encore cachés de peur de voir la tornade s'abattre de nouveau. Le nombre des disparitions augmentait d'heure en heure, aggravant le tourment des familles. La morgue était pleine à craquer et une odeur fétide s'en dégageait. On en refusa bientôt l'entrée et les morts entassés, mutilés, étaient méconnaissables. Dans la ville arabe et au Petit Lac, le tas des tués était plus incohérent et plus dense. Il s'échappait une odeur fétide, insupportable, une épouvantable pestilence. L'on pouvait voir, trempant dans des bains répugnants, les viscères des malheureuses victimes, et sur un mur tracé d'une main maladroite, l'on pouvait lire « Les boyaux des Français ». Et toute cette liesse, et toujours ces cris « Mort aux chrétiens », et toujours cette foule frénétique, fanatique, cette même foule qui, quelques mois plus tard, n'obtenant rien des promesses invoquées tout au long de la guerre et réduite soudain à la famine, émigrera en France avec une mine attristée et des yeux de douleur, dans cette patrie qu'ils auront eu plaisir à humilier et dont ils auront persécuté avec délice ses enfants. Et oui, petite parenthèse, oui, c'est ça, quoi. Après l'indépendance, ils ont tous voulu venir en France, quoi. Bon, c'est ça qui est quand même assez étonnant. Voilà, donc ça c'est un récit de José Castano, dont je vais mettre le lien. Il y en a d'autres.